Professeur Stefano Carda, il a suivi sa formation en Italie, où il est spécialisé en médecine physique et réadaptation. Après avoir obtenu un doctorat en neuroréhabilitation, il a rejoint les CHUV en 2011. Et il est actuellement médecin adjoint, privatdocent et maître d'enseignement et de recherche au sein du service de neuroréhabilitation au CHUV. Donc aujourd'hui, justement, il va vous parler voilà, un petit peu quelle est la suite. En dehors, on a vu tout à l'heure une panoplie des traitements qui sont actuellement en cours ou bien des recherches en cours, mais plus sur l'aspect pratique. Voilà, que faire, qu'est proposé à ces patients. Alors, merci beaucoup. Merci. Ou peut-être là, pardon. Merci. Merci. Okay. Je dirais qu'après avoir écouté M. Amoroso, il a fait parfaitement le résumé de la rééducation. Donc, effectivement, moi je suis parti un peu pour cette présentation des problèmes, c'est-à-dire quels sont les problèmes plus fréquents pour les patients avec dystrophie facioscapulo-humérale. Alors, ces problèmes ont été en partie résumés par un article récent que vous pouvez télécharger avec le QR code. Il est sorti cette année, c'est un survey, donc une enquête chez plus que 1200 patients. Et les problèmes qui sont ressortis ressemblent aux problèmes effectivement qu'on voit tous les jours dans la pratique clinique. Donc, le premier des problèmes, une des plus fréquents, est la sensation de fatigue pathologique. Le deuxième, probablement, c'est la paralysie, donc la manque de force, différents endroits, on verra. La douleur, on en a déjà parlé avant. Et un troisième, un problème que c'est difficile à aborder parce que c'est un sujet très glissant, mais peut reprendre un peu tout ensemble, c'est la diminution de qualité de vie. Ce sont les problématiques, les quatre au moins principales. Il y en a beaucoup d'autres, comme vous avez entendu, vous savez. Le premier problème est la fatigue. On sait que 2/3 des patients avec FSHD, mais beaucoup de patients avec toutes maladies neurologiques confondues, remarquent une fatigue excessive, une fatigue pathologique, une fatigue qui n'est pas expliquée avec l'activité qu'on a exercée sur la journée. Et l'origine de la fatigue dans toutes les maladies neurologiques est assez complexe, mais probablement chez les patients avec dystrophie facioscapulo-humérale est encore plus compliqué. Il y a effectivement un modèle de fatigue dans cet article de Kalkman, il y a quelques années en arrière, que je trouve intéressant. Donc, il part de la diminution de la force musculaire avec une diminution de l'activité physique qui est subséquente. Et celle-ci va engendrer une expérience, c'est-à-dire une sensation de fatigue expérimentée qui va empirer l'impairment, donc l'incapacité fonctionnelle du patient. Mais en même temps, on a aussi le rôle de la douleur et des altérations du sommeil qui vont empirer la fatigue. Et donc, on verra que dans certains traitements qu'on peut mettre en place pour la fatigue, on va travailler effectivement sur cette network, ce réseau de problématiques. Donc, qu'est-ce que peut faire la rééducation pour la fatigue, en sachant que médicaments efficaces, pratiquement on ne les a pas, sauf pour certains types de somnolence, mais ce n'est pas vraiment de la fatigue. Donc, l'exercice aérobique, c'est dit Olsen, c'est un article assez historique de 2005 où ils ont montré, on va le voir après rapidement, que l'exercice aérobique, donc on verra à quelle intensité, semble diminuer la fatigue. On verra qu'en réalité, ce n'est pas une diminution de la fatigue, parce qu'ils n'ont pas mesuré ça, ils ont mesuré pratiquement la résistance à l'effort. Ils ont dit que si ça améliore la résistance à l'effort, diminue la fatigue. Donc, ce n'est pas une démonstration directe d'amélioration de la fatigue. Donc, plus intéressant est un article que, bon, je me souviens quand il est sorti, parce qu'on a discuté pas mal avec les auteurs, sur la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, c'est un groupe de Néerlandais, dont Voigt, le premier auteur, a été publié sur Neurology aussi. Et donc, dans cette étude, qui est fait, à mon avis, vraiment bien, c'est vraiment bien structuré, mais les auteurs, ils ont démontré que l'exercice aérobique et un traitement psychologique, donc de thérapie cognitivo-comportementale, pour apprendre à comment approcher les symptômes fatigue, ont le même résultat. Mais la thérapie cognitivo-comportementale arrivait à atteindre les mêmes objectifs plus rapidement que l'exercice aérobique. Donc, dans une optique d'optimisation de temps et des coûts, semble-t-il plus logique d'investir
dans un traitement fait plutôt avec un psychologue clinique qu'avec de l'exercice aérobique, ce qui sort de cette étude. C'est plutôt, je trouve, un punch in face, quelque chose d'assez nouveau, mais intéressant à discuter. Et je vous montre aussi, c'est toujours le même groupe dans les Pays-Bas, qui a mis en place cet protocole. C'est une approche mixte, le Energetic Program. C'est une approche sur 16 semaines. Donc on a 9 semaines à 2 séances par semaine et 7 semaines et 1 séance par semaine. Donc globalement, c'est quelque chose de assez faisable. Et là, vous voyez un peu quelle est l'organisation de la journée pour chaque séance. Donc, on a de 11h à 12h30 de l'exercice aérobique, une pause avec un petit repas, douche. Et ensuite, il y a, en tournant, de l'éducation sur l'exercice aérobique, donc l'éducation thérapeutique sur comment effectuer de l'exercice à domicile, ou alternativement, la gestion de la fatigue avec la conservation d'énergie, donc c'est la thérapie cognitivo-comportementale, ou l'apprentissage et la prévention des rechutes des problèmes de fatigue. Donc, de nouveau, une approche plutôt psychologique à la fatigue. Et cette approche semble être faisable et avec des résultats qui sont très favorables. Il faut dire, mais on parlera un peu vers la fin brièvement, il y a pas mal d'articles de ce type aussi dans d'autres pathologies neurologiques sur la rééducation qui ont été faits aux Pays-Bas, et il y a raison. Un autre problème est la perte de force, la paralysie. Donc on sait que la perte de force est un des problèmes les plus importants pour les patients, surtout parce qu'il y a un rechute fonctionnel sur la capacité, par exemple, d'utiliser les bras, chose qu'on a bien entendu avant, et la perte aussi de la marche ou la peur de perdre la marche. Donc c'est un peu toujours le fantôme du fauteuil roulant qui fait peur aux patients, même si on a vu que, heureusement, ça concerne une minorité des patients avec dystrophie facioscapulo-humérale, mais quand même, c'est quelque chose qui peut arriver. Effectivement, dans cette enquête qui était faite, que je vous ai montré avant brièvement, European Patient Survey, on voit que les patients sont plutôt concernés, ils ont plutôt peur de la perte de la force musculaire, ce qui fait plus peur aux patients. Donc, perte de force généralisée, difficulté à utiliser ici les bras ou les mains, pas être capable de marcher, avoir une diminution de la mobilité. Après, il y a la fatigue. Et quels sont les future concerns, les choses dans lesquelles les personnes ont peur pour le futur? C'est de ne pas avoir l'énergie pour travailler et vivre comme je voudrais. Et c'est un peu la définition d'handicap. Et perdre la mobilité, surtout la capacité de marcher et l'indépendance. Ce sont les choses qui font plus peur dans le futur. Quel est le rôle, de nouveau, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que rééducateur? On a différents types d'approches pour la perte de force, en sachant qu'entraîner un muscle qui a une maladie musculaire, une myopathie, ce n'est pas la même chose qu'entraîner un muscle sain d'un sportif. Donc l'exercice aérobique, et par exemple, ça c'est l'article de Olsen, il faisait 35 minutes de cycle ergomètre à domicile à une intensité assez importante, et 65% de VO2 max, c'est une bonne intensité, améliore la tolérance à l'effort. Donc eux, ils ont, permettez-moi, vendu ça comme amélioration de la fatigue. Mais ça reste un article historique. L'électrostimulation, souvent, on a cette question de la part des patients. Est-ce que je peux acheter, vous savez, la marque suisse la plus connue, Compex, mais un électrostimulateur? Alors, oui, on a quelques évidences, même si limitées, que l'électrostimulation peut améliorer la fonction musculaire et la force, sont des risques. Un des problèmes, c'est l'application de l'électrostimulateur, surtout sur les muscles qui sont plus concernés. C'est-à-dire, comment on fait à l'appliquer? Est-ce qu'on peut traiter 15 muscles en même temps? Ça prend énormément de temps. Donc, l'exercice aérobique semble être plus faisable, avec en plus la supplémentation protéique post-exercice, quelque chose qui vient directement d'abord de la médecine d'entraînement sportif, mais aussi maintenant de la gériatrie. Et on sait que des sessions de cycle ergomètre et supplémentation protéique peuvent améliorer la vitesse de marche et la résistance à l'effort.
Et aussi que des programmes d'exercice à domicile 3 fois par semaine avec un vélo d'appartement peuvent améliorer aussi la résistance à l'effort, la force et la diminution de la fatigue. Chose qui est surtout faisable avec des personnes en activité professionnelle, donc jeunes. Et un autre problème, la douleur. Douleur est un des symptômes plus fréquents, comme on l'a entendu avant. Souvent, c'est le symptôme qui fait, je ne dis pas toquer à la porte, mais donne le premier contact avec un médecin, souvent le généraliste. On sait que presque 90% des patients ont des douleurs chroniques avec cette maladie. On a vu avant la localisation, surtout à niveau lombaire, dorsal et scapulaire. L'origine de la douleur est plutôt complexe et difficile à comprendre dans son entier. Je vous mets un peu quelles sont les causes plus probables. La première, c'est que vous trouvez aussi dans les livres, le déséquilibre musculaire. Le fait que c'est une maladie qui donne surtout une paralysie sélective, surtout dans les premières phases de maladie. La deuxième, c'est le fait que c'est une paralysie prévalente des stabilisateurs. Et les muscles stabilisateurs, donc d'épaule, du tronc, surtout de la hanche, sont des muscles qui ont une fonction un peu particulière. C'est-à-dire que ce sont des muscles à fibres lentes qui sont actifs pratiquement tout le temps. Donc, si on perd sélectivement ces muscles, qui sont un peu les diselles du système moteur, probablement, on a des douleurs qui arrivent plus vite que des muscles qui sont moins actifs et plus rapides. Et après, le processus inflammatoire qu'on a entendu bien avant, avec tous les potentielles rechutes thérapeutiques éventuelles. Sur la douleur, surtout pour l'épaule, il y a un rôle de ce qu'on appelle la dyskinésie scapulomérale. Bon, dyskinésie scapulomérale, je ne devrais pas en parler à Genève, parce que la partie de rééducation orthopédique de Genève, c'est un peu la partie vraiment forte, la dyskinésie scapulomérale, extrêmement fort sur ça. Mais c'est une espèce de terme où on met différents types de problématiques dans l'épaule. Et une cause fréquente chez les sujets pas atteints de myopathie. Et ça va provoquer quoi? Ce qu'on appelle un conflit scapuloméral. Donc le mouvement entre l'omoplate et l'humérus est un mouvement très complexe, avec un rythme assez précis. Et c'est lié à des muscles qui font le mouvement d'abduction de l'humérus, classiquement les deltoïdes, mais aussi, comme vous voyez ici, les trapèzes supérieurs, les trapèzes moyennes, les rhomboïdes et les dentelés antérieurs. Donc, toute cette série de muscles permet un mouvement qui est coordonné de l'omoplate, et on sait qu'on a des évidences relativement récentes qu'il y a une atrophie sélective trapèze grand rond dentelé antérieur avec une préservation partielle des scalènes, du sus-épineux, de l'infraépineux, et ceci probablement détermine la dyskinésie. Dans cette image, cette personne, lui c'est un sujet sain, lui n'est pas un patient avec un dystrophie facioscapulomérale, un sujet qui n'a pas de myopathie, mais une dyskinésie scapulomérale, donc, sans myopathie, sans pathologie neurologique. Donc on peut voir comment on peut, même sans une maladie musculaire, déformer simplement avec un retard d'activation musculaire les mouvements de l'épaule. Et le rôle possible de la médecine physique, c'est d'un côté, ce qu'on essaie de faire avec le plupart des patients, donc l'adaptation ergonomique du domicile, du lieu de travail, l'adaptation du métier versus une reconversion selon l'activité, la modification des horaires du travail, de l'intensité. Et donc, on doit utiliser tous les aides et les possibilités légales qui sont à notre disposition pour le faire. Les moyens auxiliaires ne sont pas l'ennemi. Donc, le but, ce n'est pas de ne pas utiliser les moyens auxiliaires, mais c'est de l'utiliser correctement, les moyens auxiliaires, pour faciliter la vie des patients. L'exercice aérobique n'est pas censé augmenter la douleur, voire, même avec des données assez contrastantes, le diminuer. Les anti-inflammatoires, les opiacés fonctionnent très mal sur ce type de douleur. Généralement, la douleur musculo-squelettique répond très mal aux opiacés. Peut répondre parfois sur le court terme, sur le long terme, souvent, ce n'est pas un bon pari. Par contre, les anti-inflammatoires, oui, avec le problème de l'utilisation chronique des médicaments anti-inflammatoires qui est dangereuse. Je fais un peu le rééducateur avec les cheveux gris maintenant, mais les thérapies physiques, il ne faut pas les oublier. Donc l'application de chaleur avec couverture chauffante, classiquement,
pour les douleurs de régime musculaire, souvent en bonne efficacité, même si on n'a pas d'études, mais c'est vraiment très fréquent d'avoir une limitation de la douleur avec l'application de chaleur et on n'a pas d'effet secondaire. Et ça coûte rien. Qualité de vie, à la fin c'est un terme un peu qui a des limites à mon avis, mais disons, on sait que les patients avec dystrophie facioscapulo-humérale ont une qualité de vie qui est limitée, mais la chose intéressante, c'est que par rapport à d'autres maladies neuromusculaires, et ça, c'est vraiment intéressant, ils ont des scores, c'est-à-dire des valeurs aux échelles de qualité de vie qui est inférieure aux patients avec dystrophie de ceinture, qui est une maladie qui peut ressembler, parfois est nettement plus sévère et plus rapide comme évolution, mais pour le domaine du rôle émotionnel et santé mentale. Et ils ont des valeurs même inférieures aux patients avec dystrophie de Duchenne, que c'est une maladie qui est plus sévère. Donc c'est un peu contre-intuitif ça, pour le domaine vitalité, rôle physique, santé mentale. Est-ce que les problèmes sont plus sévères dans d'autres myopathies? Pour quelles raisons? Non, nous, c'est mon impression, mais effectivement, les articles que j'ai trouvés montrent un peu la même chose, une forme forte, que malgré, il s'agit d'une pathologie qui, dans la plupart des cas, a une progression qui est relativement lente et des limitations moteurs qui souvent sont moins sévères que d'autres maladies, mais les patients souffrent d'un handicap qui est important. Et ça, c'est le point de l'handicap qui est une condition subjective. Donc, l'handicap, c'est le décalage entre qu'est-ce que je voudrais faire et qu'est-ce que j'arrive à faire. Vraiment dit un mal en deux mots. Donc, c'est la différence qu'il y a entre qui marche et la hauteur de la montagne. L'expérience qu'on a à Lausanne, moi, j'ai essayé de tous les patients faire des tests qui sont... Je les mesurais avec une échelle. Une, c'est l'Active Limb. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une échelle qui mesure, en gros, ce que le patient arrive à faire seul. Et une échelle qui est la LISAT 11, que c'est une échelle de satisfaction de vie. Ce n'est pas vraiment la qualité de vie, mais c'est plus intéressant, à mon avis, cette échelle. Et on a 11 domaines sur la santé physique, mentale, la sensation de bien-être, la santé économique, le niveau économique, la satisfaction économique, la satisfaction dans la vie sexuelle. Donc, il y a différents domaines qui sont impliqués. Et j'essaie de prendre les données des patients avec dystrophie facioscapulo-humérale et les autres maladies neuromusculaires qui sont suivies dans notre consultation. Et on voit que l'Active Limb, clairement, les patients qui ont d'autres maladies neuromusculaires, il y a une différence. C'est une échelle qui va, grosso modo, entre plus 5,6, parce que c'est une échelle faite avec des logits, disons, entre plus ou moins 6, pour la faire vraiment grossière. On voit que les patients dans notre cohorte, qui ont d'autres maladies neuromusculaires, sont plus atteintes comme handicap, mais la satisfaction de vie est pour la plupart des domaines supérieure. Donc il y a un décalage entre ce que le patient arrive à faire et sa satisfaction de vie, ce qu'il aimerait probablement faire. Il y a différentes, on peut en parler si vous voulez, essais d'explication de ce décalage. Maintenant, quelles sont les limites et la barrière à la rééducation? Parce que ce serait simple de mettre tout en place. Il y a une enquête en Royaume-Uni qui a dit des choses que personnellement je suis complètement d'accord. Premier, et on a entendu aussi par le témoignage, la variabilité des thérapeutes, tout confondu les thérapeutes, et des exercices proposés. Non, les patients ont l'impression qu'ils changent de thérapeute, ils changent d'approche. Donc, une espèce de soupe où on ne comprend plus rien. Le manque d'information, aussi des professionnels de la santé, mais aussi pour les patients. La douleur, la fatigue, l'accessibilité, donc pouvoir arriver au cabinet, physiquement arriver. Les barrières économiques et les transports. Effectivement, ce sont des choses qu'on voit tous les jours, qu'on doit faire face tous les jours pour traiter les patients. Et donc, quelles sont les potentielles propositions? Et je me termine ici. Une, l'information et la formation des professionnels. Donc, ça, c'est un exemple. Où on est aujourd'hui, c'est un exemple. Mais on sait que, par exemple, aux Pays-Bas, pour la maladie de Parkinson, ils ont fait un travail gigantesque pour
créer des réseaux. Et c'est ce qui a permis aussi pour la dystrophie facioscapulo-humérale de créer des cohortes de traitement assez uniformes. Créer des groupes de traitement, bien sûr, c'est plus simple à faire dans des régions urbanisées que dans la campagne, donc plus dans les villes que dans des régions de campagne. Le partenariat qu'on voit aujourd'hui avec les associations de patients, et après des modèles alternatifs de traitement. Modèle alternatif, ça ne veut pas dire un exercice alternatif, mais une façon alternative de mettre en place un traitement, chose qui a été faite par exemple dans la rééducation gériatrique. Si vous cherchez le Empoli Model, ils sont venus de Harvard à étudier l'Empoli Model pour voir ce modèle qui coûtait pratiquement 2,5 € par jour et permettait de traiter des personnes âgées sur des grands territoires. Non, ce sont je pense, des modèles alternatifs qu'il faut prendre comme idée pour pouvoir traiter ou aider la plupart des patients possibles. Et voilà, c'est juste une photo de ma région, Piémont. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Franchement, c'est tellement important de prendre en charge en fait toutes les problématiques différentes du patient parce que finalement, c'est ça qui va modifier son quotidien. Donc, merci infiniment pour le travail. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Il n'y a aucun souci. Ça me fait bien de marcher. Excusez-moi, je n'avais pas une question, mais je voulais juste rebondir. Je vous assure, je ne me suis pas mis d'accord avec le docteur Cardin et il ne m'a rien promis, mais je voulais rebondir sur l'effet de la chaleur. Il va peut-être se fâcher au départ lorsqu'il m'avait parlé de ça, le docteur Cardin. Je m'étais dit, oui, là, moi, il faut me donner des médicaments et tout. Avant que je connaisse mon diagnostic, j'avalais du paracétamol, pire que si j'avais des actions boursières chez tous les fabricants et tout, puis je voyais que ça ne faisait rien. Le meilleur investissement que j'ai pu faire, et je vous assure, ce n'est pas que psychologique, c'est par exemple une simple couverture chauffante. Et je vous assure que ça a un effet juste impressionnant. Je ne voulais pas y croire, je l'avoue, mais depuis, il ne faut pas confondre chaleur de vouloir partir vivre aux Bahamas, au soleil et tout, hein, parce que lorsqu'il fait plus de 30 degrés, c'est insupportable pour les personnes qui sont atteintes de dystrophie musculaire. Mais application de chaleur à juste dose, personnellement, ça marche. Voilà. Merci. Vous la mettez à quelle fréquence alors? Dès qu'il y a des douleurs, mais qui apparaissent, dès que je peux. Alors, la couverture chauffante en hiver, moins, parce qu'autrement, je cuis, mais il y a les simples ceintures là, avec. C'est des recettes de grand-mère pour certains, mais avec les graines de cerises qu'on fait chauffer, par exemple, au four micro-ondes, mais quelques minutes, et appliquer sur les différentes zones. Effectivement, avec un moment de repos, je trouve que des fois, ça, sans le citer, mais ça a plus d'effet qu'un dafalgan ou autre chose, sincèrement. Merci beaucoup. D'autres questions? En visio, non plus. Oui. Question, Stéphano, un peu technique. Est-ce qu'on a des données, parce que je me suis posé la question sur les myopathies inflammatoires, de l'intérêt ou du danger de faire de la rééducation là où on a une inflammation qui est très active. Et vu qu'on a eu toutes ces discussions sur le rôle de l'inflammation, finalement, qui a l'air d'être quand même important dans la pathologie, est-ce qu'il faut choisir le moment où faire la rééducation aérobique, etc., les exercices sur la base des paramètres d'inflammation? Est-ce qu'il faut adapter ça? Est-ce qu'il y a un danger aussi pour d'autres pathologies inflammatoires? Alors, à ma connaissance, les uniques données un peu plus claires dans lesquelles l'exercice est dangereux, et surtout dans la dystrophie de Miyoshi. Parce que là, on voit effectivement que l'exercice, il le fait empirer. Donc, c'est l'unique dans lequel, probablement, moi, j'essaie de dire, non, faites étirement, relaxation, mais faites pas d'exercice. Ce sont souvent les patients les premiers à dire, ah, mais le physiothérapeute, il est tombé malade un mois et je vais mieux. Normalement, c'est le classique. Les autres pathologies, alors, pour moi, c'est un peu difficile de dire, on suit des biomarqueurs parce qu'on ne sait pas. Alors, effectivement, ça m'intéresse beaucoup ce qu'a dit le professeur Sacconi
sur l'IRM, parce qu'on dit on voit des muscles qui ont une activité inflammatoire ou une infiltration graisseuse, on va travailler surtout sur ces muscles-là. Il y a une logique. Alternativement, l'exercice aérobique, la clé, c'est qu'on ne doit pas avoir mal pendant l'exercice, pas avoir mal et courbatures les jours après, ou perte de fonction les jours après. Ce sont les deux règles clés, parce que tout ce qui est dosage, comme on fait chez les sportifs, chez les personnes avec myopathie, c'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est trop compliqué. Probablement fonctionne, mais c'est vraiment difficile. Parce que je sais pas, le dentelé antérieur, je vais le traiter à 60% de la 10 répétitions maximales. Je ne sais même pas comment le mesurer, honnêtement. On utilise des systèmes un peu plus simples de renforcement d'exercices aérobiques, mais qui se basent sur ce concept de respecter la douleur, chose qui prend un peu de temps. Après, je pense qu'il y a aussi une question d'enseignement pour les physiothérapeutes. Bon, pas que je veux enseigner quelque chose, je ne dis pas ça, mais la plupart des physiothérapeutes, souvent ils disent qu'ils n'ont jamais vu une myopathie. Donc ils découvrent la maladie avec leur... Ils construisent le bateau quand ils sont déjà dans la mer. Je pense que c'est à ça qu'on doit nous être utile à créer un peu. C'est ça, avec l'association des patients, avec les autres associations, de faire de la formation. Merci.